À l'approche de la fête de Noël, la Fondation Children of Africa a offert des cadeaux à plus de 3000 enfants. 12 000 autres recevront bientôt des présents. 401 réfugiés ivoiriens ont regagné le pays. Ils étaient en exil au Libéria depuis la crise post-électorale. L'opération de rapatriement avait été interrompue à cause de la maladie à virus Ebola. Le Burundi s'oppose au déploiement d'une mission de l'Union africaine sur son sol. Ce déploiement serait considéré comme une force d'invasion et si l'UA passait outre le refus de Bujumbura, c'est ce qu'a déclaré un porte-parole de la présidence. Madame, Monsieur, bonsoir. Plus de 3000 enfants d'Abidjan et de Dabou ont reçu des cadeaux de la première dame Dominique Ouattara lors du traditionnel arbre de Noël de la Fondation Children of Africa. L'événement s'est déroulé au palais présidentiel. Des enfants des autres villes du pays vont aussi recevoir des cadeaux de la Fondation. Le reportage de Habiba Dambélé Saoui. Les jardins du palais présidentiel transformés en une vaste cour de récréation. Ce samedi après-midi, nous sommes au traditionnel arbre de Noël qu'organise chaque année la Fondation Children of Africa, présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. L'événement, qui connaît plus de 20 ans d'existence, allie à la fois la magie de Noël et l'opportunité pour des milliers d'enfants de découvrir le palais présidentiel. D'ailleurs, ils ne cachent pas leur émotion. C'est le premier Noël que je fête au palais présidentiel. Je suis vraiment contente d'être venue. Je veux dire merci à maman Dominique Ouattara, que Dieu la bénisse. Je suis contente. Je dis merci à maman Dominique Ouattara pour ce cadeau de Noël. Ça me fait plaisir d'être ici à cause de maman Dominique Ouattara. J'aime bien maman Dominique Ouattara. Plus de 3000 enfants issus des communes d'Abidjan et de Dabou ont pris part à cette fête de Noël avant l'heure. Tous ont été couverts de cadeaux par maman Dominique Ouattara, une maman pour qui le porte-parole des enfants n'a pas tari d'éloges. Maman Dominique, merci, merci, merci. Ce 19 décembre représente une lumière dans notre cœur, une lumière qui brillera toujours, comme on le dit chez nous. C'est le jour de notre jour. Se retrouver ici, dans ce magnifique jardin du palais présidentiel pour s'amuser et vous approcher est le meilleur des cadeaux pour nous. En plus des cadeaux, la première dame, Dominique Ouattara, a également partagé la joie des tout-petits, une joie qui cette année ne sera pas seulement réservée aux enfants d'Abidjan. Mes chers enfants, la célébration de Noël est un moment de l'année que j'affectionne particulièrement. C'est l'occasion pour moi de passer du temps avec vous et de vous faire plaisir en vous offrant de nombreux cadeaux. Il s'agit d'un véritable moment de joie renouvelé à chaque occasion de l'année. L'arbre de Noël de la Fondation est aussi un important moment de retrouvailles durant lequel les enfants venus de tout Abidjan et de quelques villes de l'intérieur du pays se retrouvent pour vivre ensemble la magie de Noël. Durant cet instant unique, le palais présidentiel ouvre ses portes à 3000 enfants qui viennent y passer des moments merveilleux. Pour mes chers tout-petits qui n'ont pas pu être présents parmi nous et pour les enfants de l'intérieur du pays, nous avons, comme chaque année, préparé des arbres de Noël éclatés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Plus de 12 000 enfants pourront en bénéficier et passer un Noël agréable. Après le palais présidentiel, Dominique Ouattara s'est rendu à l'île Enchantée, un parc d'attractions géant et gratuit pour les enfants en plein cœur du plateau. C'est une initiative du district autonome d'Abidjan. Là encore, maman Dominique s'est adonnée au même exercice, témoignant ainsi de sa passion pour les enfants. Les jouets de seconde main attirent de plus en plus les parents, moins coûteux et solides selon eux. Avec les fêtes de fin d'année, en tout cas, beaucoup ont choisi d'offrir ces jouets appelés France au revoir à leurs enfants. Découvrons ces jouets avec Brakissa Bamba et Pargas Rokone. Voitures télécommandées, hélicoptères, poupées, motos électroniques. Bienvenue dans le marché des friperies de Belleville dans la commune de Trècheville. Ces jouets de seconde main
sont aussi appelés France au revoir. À l'approche des fêtes de Noël, ces jouets spéciaux séduisent. C'est un piano que je suis venu acheter pour mon bébé. Ce n'est pas un truc qui est cher. Le prix seulement, une fois que tu les vois, ils vont te donner un prix. Toi-même là, tu seras content. Je préfère les boutiques de France au revoir parce que ça dure. C'est les originaux. Il y a des jouets même que j'ai achetés, ça fait 2 ans, 3 ans, ça est là encore. Cette moto par exemple coûte 60 000 francs CFA. Le vélo, 40 000 francs CFA. Malgré ces prix, la clientèle est au rendez-vous. C'est rentable. C'est une bonne affaire. Ça vient d'Europe. Voilà, on a déjà nous livré ceux qui font venir par conteneur. C'est à eux on voit et puis on achète les conteneurs à eux. Dans la commune de Cocody-Angré, Dame Kadidiatou Touré a aussi fait de la vente de jouets d'occasion son commerce. Et pour cause. Au début, je vendais à Djamé. Maintenant, quand les clients venaient vers moi, je leur demandais, mais vous venez de quel quartier? Ils me disent Angré, Riviera. Donc j'ai décidé d'essayer. Depuis 3 ans, en fait, je suis là. Bon, ça va. La friperie, souvent, c'est le truc unique. Tu peux acheter, c'est rare, tu vas avoir ailleurs. J'ai constaté qu'ici, particulièrement, c'est un peu plus moins cher par rapport à Djamé dans les autres coins. Au lieu de payer le transport pour aller à Djamé, ils préfèrent acheter ici. En plus, c'est la qualité. Une fête de Noël sans cadeau, c'est le désespoir chez les enfants. Mais avec la vente de jouets pour toutes les bourses, de nombreux enfants retrouvent le sourire. Le ministre chargé de la Défense prend à bras-le-corps la question liée aux accidents de la circulation. Et pour éviter des pertes en vie humaine en cette fin d'année, Paul Kofi s'est rendu sur l'autoroute du Nord pour sensibiliser les usagers de la route à la prudence. Le reportage de Abou Sanogo. Le nombre d'accidents de la circulation s'est accru sur l'autoroute du Nord, surtout en cette période de fêtes de fin d'année avec souvent mort d'hommes et dégâts matériels importants. En empruntant ce dimanche l'axe Abidjan-Yamoussoukro, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a fait le constat de la vive allure à laquelle la plupart des conducteurs roulent sur l'autoroute du Nord. L'imprudence des usagers de la route et l'état défectueux de la pneumatique sont autant de facteurs d'accident, d'où cet appel si bien aux conducteurs qu'aux populations. Nous avons constaté malheureusement qu'il y a de nombreux accidents sur nos routes et ces accidents sont pour la plupart à 95% le fait des hommes, c'est-à-dire des conducteurs, et à 5% la qualité du véhicule. Donc nous invitons, n'est-ce pas, les conducteurs à respecter le code de la route, notamment la limitation de vitesse, un élément très important, à ne pas conduire en état d'ébriété. Et la population, que ce soit celle au bord de l'autoroute que des autres voies, à faire très attention, à ne pas s'exposer, prendre des risques, notamment lors des traversées. Il est bon de noter qu'un accident de la circulation venait de se produire au PK26, faisant un blessé. Espérons que l'appel du ministre chargé de la Défense sera entendu par tous pour éviter encore des pertes en vie humaine par accident sur l'autoroute du Nord. Le commissariat de police et la préfecture de Mbengue ont été inaugurés hier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Léon Brou revient de la région du Poro. Bengue, département à 75 km au nord de Korogo, la police nationale y est désormais présente avec 50 agents pour assurer la sécurité des biens et des personnes jusque-là dévolues aux seuls gendarmes. Les opérations à cet effet seront planifiées ici dans ce commissariat flambant neuf, parcouru de fond en comble par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko a également procédé à l'ouverture officielle des locaux propres à la préfecture, un autre joyau architectural, fruit de plusieurs années de négociations pour rapprocher l'administration des administrés, fait remarquer le doyen des cadres de Mbengue, par ailleurs médiateur de la République. Ngolo Koulibaly rend hommage au gouvernement et au chef de l'État pour cette double dotation pour renforcer l'autorité de l'État dans leur localité. Compte tenu de notre situation frontalière et de la survenance de problèmes de plus en plus récurrents, problèmes de terre et de vol d'animaux, sans oublier la menace djihadiste qui plane à nos frontières, le commissariat est bien à sa place ici à Mbengue. Chers frères et sœurs du département, applaudissez une fois encore le président Alassane Dramane Ouattara d'avoir accordé le département en Mbengue
sans en réclamer un prix politique. Reconnaissance mais aussi doléances à l'État, bitumage de l'axe Korogo-Mbengue, 3 nouvelles sous-préfectures, 5 collèges de proximité, des infrastructures pour que Mbengue embarque dans le train de l'émergence et le ministre d'État Ahmed Bakayoko rassure. Quand la préfecture s'installe, ça veut dire que la route arrive, les écoles arrivent, les hôpitaux arrivent. Parce que c'est à la préfecture qu'on fait tout le travail de planification. Quand on se développe, malheureusement, à côté, il y a toujours des problèmes de sécurité. Donc il faut en même temps qu'on prenne des dispositions pour faire en sorte qu'il y ait la sécurité. Mbengue a été érigé en département en 2012. À cette date, le poste de police de la localité avait déjà fermé. 3200 marchés en souffrance de 1993 à 2012 ont été découverts lors d'un audit commandité par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Ces marchés ont une valeur de 900 milliards de francs CFA. Le reportage de Alvorassa. L'audit de la commande publique sur la période 1993-2012 révèle que 3200 marchés passés par l'État de Côte d'Ivoire pour un montant global de 900 milliards de francs CFA demeurent en souffrance. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics qui a publié ses résultats a fait une classification. Dans ce stock de marchés, il y a entre autres des marchés déjà payés dont l'information n'est pas retranscrite, des marchés déjà exécutés physiquement dont l'exécution financière n'est pas achevée et des marchés qui n'ont pas connu de début d'exécution. Le constat général qui se dégage après cet audit, c'est une absence ou une insuffisance dans le suivi et le contrôle de l'exécution de ces marchés. Face à cette faiblesse du système, le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics préconise que des mesures soient prises. Il faut donc que l'État mette en place une cagnotte spéciale et qu'après un état des lieux objectif, décide de rembourser, décide aussi de donner de l'argent pour continuer à exécuter des travaux sans que cela ne pèse sur les budgets des structures qui, évidemment, face aux urgences, vont toujours recaler ces dépenses. Et je pense que ça, c'est un des problèmes majeurs. Il faut un plan de sauvetage spécial parce que 1000 milliards, ça va être difficile à dégager si les structures doivent le prendre en propre sur leur budget annuel. Coulibaly Nonkarna exhorte par ailleurs les personnes qui ont en charge la gestion des marchés publics de rendre compte de leurs actions, car cela participe de la bonne gouvernance si chère au président de la République Alassane Ouattara. Jean-Noël Oussou-Kouadio a été reconduit à la tête de l'Association des responsables des régions et districts. L'élection s'est déroulée à l'hôtel du district d'Abidjan. Alexis Ouedraogo y était. Jean-Noël Kouadio-Aoussou rempile pour un second mandat. Jean-Noël Kouadio-Aoussou a été élu ce vendredi par acclamation de ses pairs. Il annonce de grands jours pour la gouvernance locale. Les miens ont estimé qu'il fallait continuer ce travail ensemble pour relever le niveau de développement des régions. Le président Ouattara a indiqué la vision. Nous sommes inscrits résolument dans cette vision pour apporter le développement à la base, pour amener les Ivoiriens à être heureux dans tous les endroits où ils vivent, dans tous les petits villages. Il doit avoir l'eau, l'électricité, les écoles, les collèges de proximité. Vous savez, c'est les routes. Tout cela, c'est le conseil régional qui s'en occupe. Au cours de cette deuxième session de l'Assemblée générale ordinaire de la RDCI, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a rappelé l'importance de la décentralisation pour le développement d'une nation. Tous les pays qui ont vraiment avancé, en dehors des grands projets structurants, mais à toucher au plus près les cellules familiales, c'est au travers de la décentralisation. Il a salué l'implication de personnes d'expérience à la tête de ces communautés, anciens ministres, directeurs généraux, présidents d'institutions et autres polytechniciens. Il a annoncé pour 2016 la mise en place de 2 instruments efficaces, à savoir des instruments de formation pour transférer les compétences et de financement pour rendre autonomes les régions. Il faut continuer par vous-même la bonne gestion de vos conseils, par la parfaite entente entre vous-même au sein du conseil, par la force que vous pouvez représenter, la force de proposition
être un acteur majeur, un partenaire majeur du gouvernement. La RDCI regroupe les 31 régions et 2 districts autonomes du pays. Elle se définit comme un cadre de concertation et de dialogue auprès des pouvoirs publics. Grand Bassam et Netanya, une ville d'Israël, sont maintenant jumelés. Ce jumelage va permettre de promouvoir la culture et développer le tourisme dans les 2 villes. Mamadou Kwasi nous éclaire là-dessus. La ville de Grand Bassam et celle de Netanya en Israël désormais jumelées. 2 villes aux caractéristiques identiques, des localités touristiques avec plusieurs kilomètres de plage et proches des capitales économiques. Ces 2 anciennes villes de la Côte d'Ivoire et d'Israël s'engagent à collaborer et à partager leurs expériences dans différents domaines, notamment celui de la promotion du patrimoine culturel, du développement durable et du développement touristique. Cette nouvelle collaboration s'est concrétisée par une signature de convention entre les premiers responsables de chacune de ces localités. Une initiative saluée par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Israël, Jean-Baptiste Gomis. Et il souhaite que cette nouvelle collaboration puisse véritablement profiter aux populations. Les autorités israéliennes ont promis d'apporter leur savoir-faire dans le secteur de l'assainissement et de la gestion des ordures ménagères à la ville de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO. La vieille ville de Netanya en Israël va accompagner l'ancienne capitale ivoirienne à améliorer les conditions de vie de sa population. Mais avant cette signature de jumelage avec la ville de Netanya en Israël, le maire de la ville de Grand Bassam, Georges-Philippe Ezalé, a reçu le soutien de l'AIMF, Association internationale des maires francophones, pour le financement d'un projet d'aménagement du boulevard Trèche-la-Plaine à Grand Bassam. Un projet financé à hauteur de 1 000 €, soit environ 107 millions de francs CFA. Ce projet portera sur l'éclairage public et un planting d'arbres. 401 réfugiés ivoiriens sont de retour en Côte d'Ivoire après 4 ans d'exil au Libéria. Ils ont été accueillis à tout le pleu. D'autres Ivoiriens vont aussi regagner bientôt la Côte d'Ivoire et cela marque la reprise du rapatriement des réfugiés ivoiriens qui avaient été stoppés à cause de la maladie à virus Ebola. Le reportage de Eve Boy. Une animation particulière règne au poste frontalier de Biaï au Libéria ce vendredi après-midi du 18 décembre 2015. 401 Ivoiriens sont de retour au Bécaye, partis en exil pour la plupart en 2011. Un rapatriement volontaire organisé par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Un couloir humanitaire aménagé à cet effet car les frontières sont encore fermées en raison de la menace Ebola. Dans la dizaine de camions stationnés, ils sont déjà impatients de retrouver la chère patrie. Vraiment, je reviens ici tellement content de rentrer chez moi. Je suis content de rentrer mon pays. Vraiment, en tout cas, la Côte d'Ivoire m'a manqué. Moi-même, là, j'ai envie de rentrer, traverser le barrage, aller là même. Traverser rapidement le fleuve Nyon, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, mais en vain on se soumet aux formalités d'usage sous le regard bienveillant de la délégation ivoirienne venue les accueillir et conduite par le préfet de Tout-le-Pleu. Enfin, on foule le sort de la Côte d'Ivoire, direction le camp de transit de Tout-le-Pleu village où ils passeront 24 heures avant de rejoindre leurs différentes localités. Toute disposition ayant été prise par l'État et ses partenaires pour faciliter leur réintégration. Nous faisons ce qu'on appelle le suivi psychologique, à savoir écouter ces personnes qui rentrent et leur faire comprendre qu'effectivement, ils sont certes partis, mais qu'il y a vraiment une joie à partager sur cette terre ivoirienne. J'ai dû leur dire que certainement venant, ils ont des appréhensions, ils ont des préoccupations, mais nous sommes là pour les rassurer, pour leur dire qu'en ce qui concerne le problème de réintégration sociale, administrative et économique de ces réfugiés, mais toutes les dispositions seront prises pour que ces compatriotes qui sont revenus puissent réintégrer la vie sociale, administrative et économique dans le département. En attendant donc des lendemains meilleurs sur sa terre natale, on se restaure après une journée remplie d'émotions. Merci Hervé Boy. Le ministère de la Santé et l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation conjuguent leurs forces pour mettre fin à la commercialisation des boissons frelatées et faire respecter l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ils ont fait le tour de quelques bars et maquis de la commune de Cocody pour faire passer le message. Herman Niamia. À l'Ocodrome de Cocody ce samedi, il est 21h. C'est ici que l'équipe de l'ARMA, l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation et le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie
ont démarré la campagne de sensibilisation sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et la commercialisation ainsi que la consommation de boissons frélatées. Tout de suite, la délégation est attirée par ce débit de boissons ne respectant aucune norme de conservation. La propriétaire est interpellée, mais pour l'occasion, sa marchandise n'est pas saisie. Elle reçoit plutôt des conseils. C'est pas normal que vous vendiez la boisson conservée dans ces conditions-là. Aujourd'hui, on ne va pas fermer votre espace. On vous sensibilise. Vous avez compris? Mais la prochaine fois qu'on va venir trouver ça comme ça, on va saisir tout ce que vous avez là. Ils ne sont pas de bonne qualité. Après la locodrome, nous voici dans ce bar à quelques encablures de l'école de gendarmerie. Ici, tout paraît normal, sauf qu'aucun panneau n'indique l'interdiction de fumer. La tenancière reçoit des conseils et des panneaux sont affichés dans le bar. Riviera 2, Engrais 8e tranche, Adien et Maou, partout où la délégation est passée, elle a véhiculé le même message. Choisir ce que nous allons consommer parce que c'est ce que vous buvez qui vous tue ou c'est ce que vous fumez qui vous tue. Nous voulons tous vous voir en 2016 en bonne santé. Donc attention à ce que nous buvons, attention à ce que nous faisons pour ces jours de fête. Il ne faut pas fumer dans les lieux publics. Le principe, il ne faut pas fumer, il ne faut pas enfumer autrui. Dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui est à côté de vous, il faut arrêter de fumer. Il faut vous déplacer, se mettre à côté, isoler et fumer. La loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun prévoit aussi la répression. Pendant cette tournée de sensibilisation, des marchandises ont été saisies et les plus récalcitrants ont fait les frais. Comme ce jeune qui a défié les forces de l'ordre en fumant en public malgré les injonctions. Après Cocody, cette campagne de sensibilisation s'étendra aux autres communes du district d'Abidjan. Le réseau des parlementaires pour la lutte contre le sida a présenté le rapport général des missions de terrain effectuées dans 18 départements du pays. Christelle Nda, Pargasoro-Kone. Le 14 juillet 2014, les parlementaires ont adopté en séance publique une loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et le sida. Plus d'un an après son application, les populations ignorent toujours son existence. Face à cette situation, le réseau des parlementaires pour la lutte contre le sida a initié les 9 et 10 décembre dernier des missions pour la vulgarisation de cette loi dans 18 départements de la Côte d'Ivoire. Une semaine après, les députés rendent public le rapport général de leur mission. Nous avons pu nous rendre dans les 18 départements. Tous ceux qui ont assisté à la séance ont été émerveillés et se sont appropriés cette loi-là. On est satisfait à 100%. Le volet prévention, la prévention concerne ceux qui ne sont pas encore infectés. Maintenant, pour ceux qui sont infectés, il y a le volet protection. Et puis, quand tout ça n'a pas marché, il y a le volet répression. Parce que vous savez que quand on vote une loi, il faut aussi prévoir comment mettre les balises pour qu'elles soient exécutées ou respectées. Une initiative rendue possible grâce à l'appui de l'ONU Femmes. Les députés sont fermement engagés, ils se sont constitués en un réseau pour promouvoir, conduire à l'adoption de cette loi. Et nous nous devions d'accompagner sa diffusion. Très souvent, il est reproché dans nos pays que les décisions restent au niveau central. Et pourtant, ces questions telles que le VIH, qui est une question qui dépasse le cadre sanitaire, qui est une question de développement, doit aller dans nos hameaux les plus reculés. La vulgarisation de la loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le sida marque la volonté des parlementaires à mener une lutte efficace contre cette pandémie. Un forum d'échange et de formation organisé par l'Union du fleuve Mano a permis à des associations et organisations de jeunesse engagées dans la promotion de la culture, de la paix, à se familiariser avec les stratégies de règlement. Le reportage de Serge Coléa. L'Afrique est depuis plus d'une quarantaine d'années la région du monde la plus touchée par les conflits. Le contexte ouest-africain en général et l'espace Mano en particulier est marqué d'une succession de conflits armés et de crises sociopolitiques qui ralentissent son développement. Les défis du maintien de la paix et de la sécurité dans l'espace de la sous-région de l'Union du fleuve Mano sont nombreux. Pour leur apporter des solutions, plusieurs rencontres sont organisées, notamment ces plénières citoyennes autour du thème « Agir maintenant, agir ensemble, agir différemment ». Objectif général de ces plénières citoyennes 2015 à l'attention du Parlement des jeunes pour la paix,
contribuer à impliquer davantage ces jeunes dans les actions en faveur d'un changement positif de la société. L'Union du fleuve Mano a prévu une stratégie qui va s'étaler sur 10 ans avec plusieurs composantes. Nous avons prévu un mécanisme qui permet une gestion efficace et efficiente des ressources naturelles avec une transparence surtout. Nous pensons que cela va contribuer un peu à optimiser ces ressources-là et à une meilleure redistribution des richesses. Les plénières citoyennes 2015 de l'Union du fleuve Mano River se sont tenues du 18 au 19 décembre à Abidjan. 30 jeunes issus des organisations, mouvements, fédérations de jeunesse et partis politiques ont participé à ces assises. Des femmes du village d'Assikro dans la région du Moronou se sont spécialisées dans la commercialisation des produits vivriers. Elles vendent leurs produits borchants aux automobilistes et voyageurs. Le courage de ces femmes est décrit ici dans ce reportage de Jana Toubé. Assikro, village de la sous-préfecture d'Ara, à la traversée de cette localité, des femmes proposent aux automobilistes des produits vivriers, une gamme riche et variée qui donne le choix à l'acheteur, assuré d'y trouver son compte. C'est moins cher d'Abidjan, avec le transport et les trucs, dont ils sont obligés d'augmenter un peu. Il y a beaucoup de personnes qui viennent payer bananes ici, 20 000, 30 000, on vend. Mais il n'y a pas beaucoup de bénéfices dedans. En ce lieu, les automobilistes s'autorisent généralement une escale pour quelques achats. Parmi eux, des habitués, clients fidèles qui voient en ces marchés borchants une opportunité de se ravitailler pour 2 fois moins d'argent que sur les marchés conventionnels. Au niveau du village, c'est moins cher que la ville. Puisque ceux qui vendent en ville, ils viennent chercher en brousse pour aller vendre en ville. Donc là-bas, c'est plus cher que la brousse. Certains acheteurs, clients occasionnels de ces femmes d'Assikro avancent comme motivation le plaisir d'arriver de voyage avec des produits du terroir. Question d'usage assurément, car ceux-ci restent convaincus que ce que l'on dit de ces marchés qui poussent le long des routes bitumées relève plutôt du mythe. Elles ont raison, elles payent, elles revendent. Pour avoir aussi un peu comme la manière de se bat. Donc, c'est à cause de ça aussi, elles sont sur la route aussi pour se débrouiller aussi. En tout cas, c'est plus mieux qu'à bien. Elles souffrent parce qu'elles ne gagnent rien. Quand tu loues un camion pour aller au campement, tu es obligé de retirer le transport dans la marchandise. La réalité est que les animatrices de ces marchés ne sont pas propriétaires de champs, elles-mêmes ravitaillées en produits par les planteurs de cacao et les maraîchers. Ces femmes, en concurrence avec les commerçantes grossistes venues d'Abidjan, ont toutefois l'avantage de ne pas vivre le casse-tête de la question d'acheminement de leur cargaison vers les centres de commercialisation. En revanche, pour les femmes grossistes, que de difficultés. Souvent, même 23 heures, je me trouve au bord ici, pour avoir vécu. Ça me fatigue beaucoup. Revendeuses locales de produits vivriers ou grossistes venus d'Abidjan, ces femmes ont en commun leur courage et leur engagement à leur autonomisation. Il leur reste maintenant à mieux s'organiser pour tirer le meilleur profit de leur activité. 2 hommes et une femme sont les lauréats du prix Guillaume Soro pour la photographie qui avait pour thème paix et cohésion sociale. Découvrons ces lauréats et leurs œuvres avec Michel Digri. Les 3 lauréats du prix Guillaume Soro pour la photographie célébrés pour la qualité de leurs œuvres parmi celles de 150 concurrents. Ces dames, elles sont à Djangobo, c'est très loin d'Abidjan. Elles sont productrices de cacao au même titre que les hommes. Et donc ça, pour mon œil de reporter, je ne pouvais pas ne pas présenter ça un jour à tout le monde. J'ai intitulé mon projet Éléments d'ensemble. Et Éléments d'ensemble, j'essaie de montrer aux gens que la Côte d'Ivoire se reconstruit. Je dirais à mes sœurs qui souhaiteraient faire le métier de la photographie de s'y mettre. Et que vraiment ça nourrit son homme. Un métier qui nourrit son homme, mais les acteurs sont souvent oubliés. Le secrétaire général du prix Guillaume Soro pour la photographie veut faire bouger les lignes. Partout ailleurs dans la sous-région, au Mali comme au Sénégal, qu'il y a des prix pour la photographie. En Côte d'Ivoire, nous n'avions pas cette plateforme-là pour magnifier les photographes, pour montrer leur travail quotidien dans la presse comme en publicité. Les œuvres des 3 lauréats sont exposées à l'Assemblée nationale pour une durée de 2 semaines.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a autorisé vendredi le déploiement au Burundi d'une mission militaire forte de 5000 hommes pour une durée de 6 mois renouvelable. Il a donné 4 jours à Bujumbura pour accepter ce déploiement, faute de quoi l'Union africaine prendra des mesures supplémentaires pour s'assurer qu'il ait lieu. Le Burundi n'entend pas autoriser le déploiement d'une mission de l'Union africaine sur son sol. Ce déploiement serait considéré comme une force d'invasion et d'occupation si l'Union africaine passait outre le refus de Bujumbura, selon un porte-parole de la présidence. Le porte-parole a souligné que pour les autorités burundaises, la résolution de l'Union africaine ne peut pas s'appliquer automatiquement parce que, selon lui, il faut d'abord l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Sachez que le Burundi est plongé dans une profonde crise politique depuis la candidature fin avril de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat jugé par ses adversaires contraire à la Constitution et à l'accord d'Arusha ayant permis la fin de la guerre civile 1993 à 2006 entre l'armée dominée alors par la minorité Tutsi et des rébellions Hutus. L'annonce de l'Union africaine intervient une semaine après l'attaque le 11 décembre de 3 camps militaires à Bujumbura et en province, les affrontements les plus intenses au Burundi depuis une tentative de coup d'État militaire en mai. Et puis au moins 3 personnes, dont 2 enfants, sont mortes dans le naufrage d'un ferry transportant 118 personnes dans le centre de l'Indonésie. Aujourd'hui, 24 heures après le drame, 76 passagers étaient toujours portés disparus selon les autorités. Le ministère indonésien des Transports a confirmé la mort de 3 personnes et le sauvetage de 39 passagers repêchés dans les eaux du détroit de Bonu, séparant la partie est et ouest de l'île de Sulawesi. Certains s'étaient accrochés pendant des heures à des bouées de pêcheurs jusqu'à l'arrivée des secours retardés par une mauvaise météo. Le sort des 76 autres personnes restait inconnu aujourd'hui, peu avant la tombée de la nuit. Le bateau avait disparu hier en traversant le détroit de Boni avec des vagues allant jusqu'à 5 mètres de haut. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.